Bonsoir à toutes et à tous. Tout cet été, jusqu'au 5 septembre, la Séance Club célèbre les 100 ans de la Warner Bros. Chaque semaine, vous allez découvrir ou redécouvrir un film emblématique de l'histoire du studio et de l'histoire du cinéma. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Bonnie and Clyde, un film sorti en 1967. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de la période trouble qui secoua le système hollywoodien, de la fin des années 40 à la fin des années 60, mais aussi de péripéties internes à la Warner Bros. Et enfin, d'un changement de fond dans les films hollywoodiens de la fin des années 60, dont Bonnie and Clyde est un parfait exemple. Depuis la fin des années 20 et l'apparition du cinéma parlant, certaines grosses compagnies cinématographiques, comme la Warner, étaient toutes puissantes. Elles contrôlaient à la fois la production des films, leur distribution et leur exploitation dans des circuits de salles. Cette pratique, dite verticale, monopolistique, fut longtemps dénoncée par des exploitants indépendants. En 1948, la Cour suprême des États-Unis rendit un arrêt qui fit jurisprudence. C'est l'affaire de la Paramount contre les États-Unis. Cette décision fit respecter le droit à la concurrence qui existait depuis 1880 et mit aussi fin à la pratique dite du block booking, à savoir la location de films par des cinémas, non pas à l'unité, mais par lot, le plus souvent de 5, généralement un film de qualité, avec 4 films de série B, voire Z. Ainsi, au début des années 50, pour se mettre en conformité, Warner Bros. Dut se séparer de son activité d'exploitation pour se concentrer sur son entité production-distribution. La période, qui s'étend du début des années 50 à la fin des années 60, fut, pour tous les studios de cinéma américains, un moment difficile. En plus des lois antitrust et de l'arrivée et la popularité de la télévision, une raison propre à la Warner Bros. Mit le studio dans la difficulté, des dissensions familiales. Depuis la mort de leur frère Sam, à l'âge de 40 ans, en 1927, à la veille de la première du film Le chanteur de jazz, les 3 frères Warner encore vivants ne s'entendaient pas. Cette mésentente atteint son paroxysme en 1956, quand la société fut mise en vente à un groupe d'investisseurs. Mais Jack Warner, le plus jeune des 3 frères, avait en fait organisé un véritable coup de génie, ou une belle arnaque, c'est selon, pour devenir le seul patron de la Warner Bros. En fait, il n'y avait jamais eu d'investisseur. Jack Warner avait conclu un pacte avec un banquier, Serge Sebnenko, qui racheta 90% des parts de la société pour les revendre dans la foulée à Jack Warner. En 1967, 10 ans après en avoir pris le contrôle total, Jack Warner revendit la majorité de ses parts de la Warner Bros. À la société de production Seven Arts. Le studio changea alors de nom et devint la Warner Bros. Seven Arts. À cette époque, à la fin des années 60, le cinéma rentre techniquement dans l'ère moderne. Les formats d'image des films de l'époque sont ceux que vous voyez aujourd'hui, et, sous l'impulsion de la télévision, dont les programmes se coloraient peu à peu, les studios de cinéma arrêtèrent de produire des films en noir et blanc, au grand regret de Warren Beatty, acteur principal et producteur de Bonnie and Clyde, qui aurait bien voulu faire le film en noir et blanc justement, une demande refusée par la Warner Bros. La forme cinématographique se stabilise dans les années 60, mais ce qui ne veut pas dire que le cinéma n'a pas évolué depuis cette époque. L'image et le son n'ont cessé de s'améliorer, mais les films ont aussi évolué dans leur contenu. Bonnie and Clyde, le film que vous allez voir dans quelques minutes, est justement symptomatique de ce changement éditorial. Bonnie et Clyde ne sont pas à proprement parler ce qu'on pourrait appeler des héros, mais plutôt des anti-héros, un type de personnage que l'on retrouvera beaucoup dans les films américains des années 70. Pourtant, il était totalement impensable d'en voir à l'écran entre 1934 et 1966, période pendant laquelle était appliqué le Code Hays, qui interdisait notamment toute mise en scène positive de crimes ou de criminels. L'application de ce texte, qui régissait le contenu des films américains, battait déjà de l'aile depuis la fin des années 50. Mais son fossoyeur définitif fut un film produit par la Warner Bros. Qui a peur de Virginia Woolf, réalisé par Mike Nichols en 1966. Le film fut dans un premier temps rejeté par le code de censure, en raison notamment de la teneur de ses dialogues. La Warner Bros. Accepta alors des coupes mineures, et surtout que soit apposé sur les affiches un signalement qui indiquait que le film était réservé aux adultes. 2 ans plus tard, en 1968, le Code Hays, déjà plus appliqué, était définitivement enterré au profit d'un système de classification des films par âge, encore en vigueur aujourd'hui. Bonnie and Clyde, le film que vous allez voir dans quelques instants, a également marqué l'histoire du cinéma pour son mode de production. Ne croyant pas du tout au succès du film, Jack Warner avait proposé à Warren Beatty, acteur principal et producteur, 40% des recettes du film, en plus d'un cachet de départ de 200 000 $. Le film, dont le budget de départ était 2,5 millions de dollars, en a rapporté
70. Un succès donc pour Warren Beatty et un échec pour Warner, qui a définitivement marqué la fin du studio system et qui a ouvert la voie du succès à ce qu'on appelle le cinéma indépendant, la production de films par d'autres entreprises que des studios. Mais de ça, nous en parlerons dans le prochain épisode. Vous en savez désormais un peu plus sur l'évolution d'Hollywood dans les années 50 et 60, et je vous laisse désormais découvrir ou redécouvrir Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, sorti en 1967. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à bientôt au cinéma.